écrit. Alors, c'est vrai que je ne suis pas forcément spécialiste non plus, aussi spécialiste que les rapporteurs sur certains points. J'ai apprécié le rapport écrit sur 3 points. Donc, le premier, c'est l'aspect pédagogique du rapport. C'est très important, effectivement, pour quelqu'un qui n'est pas baigné dans ce travail de pouvoir intégrer les objectifs et puis les notions qui sont abordées. Donc là, sur ce point-là, en particulier, c'est très agréable de lire le rapport. Le second, c'est la mise en évidence de relevés expérimentaux. Donc, je suis un bon témoin pour préciser que le moindre résultat expérimental cache un temps à la fois de développement et de mesure, d'expérimentation qui est non négligeable et qui demande aussi une méthode de travail parce que quand on n'a pas fait les bonnes mesures, le temps est perdu, il faut recommencer. Donc forcément, j'en ai perdu beaucoup. C'est tout à votre honneur d'avoir mis autant de résultats expérimentaux. C'est très appréciable pour la validation scientifique. Et puis, le troisième point, donc, qui est lié à ce qui a été dit précédemment, c'est la volonté de simplification des modèles. Donc, en particulier, moi, ce qui m'intéresse aussi dans mon travail, c'est de coupler la modélisation d'un organe et d'un actionneur tel qu'une machine avec son environnement, tel que la commande, le convertisseur et la mécanique qu'il y a derrière, etc., afin de considérer les performances non pas du composant mais du système complet. Et évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut avoir des modèles simples qui pointent le phénomène que l'on a envie de mettre en évidence sans pour autant refaire des calculs très complexes et très précis qui sont néanmoins nécessaires pour d'abord dans un premier temps comprendre les phénomènes tels que les modélisations par éléments finis puis ensuite valider aussi les choix qu'on a faits pour être sûr qu'on n'avait pas trop simplifié nos modèles auparavant. Donc je rejoins aussi ce qui a été dit concernant le rapport, que effectivement parfois c'est un peu simplifié, et que le fait que ce soit pédagogique, donc c'est très intéressant, mais il y a des points qui sont abordés des fois dans des paragraphes différents. Le lien de cause à effet n'aura pas échappé au lecteur sur certains points. Donc, par exemple, quand vous faites une étude du COSFI en fonction de la résistance statorique, c'est très intéressant. Mais de là à dire que l'augmentation de la résistance améliore le fonctionnement du moteur, je ne suis pas surtout convaincu. Mais ça n'aura pas échappé. Effectivement, il y a une étude de rendement qui est faite ensuite dans un paragraphe suivant. Peut-être qu'il faut mettre en parallèle le rendement et la variation de la résistance statorique. Augmenter les pertes joules ne demande pas forcément une performance de moduleur. Et ça permet justement d'introduire. Vous disiez que votre spécialité c'était la machine, c'était pas la commande. Et quand on commence à parler de COSFI, on parle un peu de commande également. Et puis de contraintes de l'électronique de commande. Alors, il y a un point qui m'intéresse en particulier, qui a été soulevé tout à l'heure, c'est vous disiez que dans la modélisation analytique, l'inductance, LD et LQ, sont considérées comme constantes, et que vous ne prenez pas en compte un effet de saturation ou de variation de l'inductance en fonction de la rotation. De la position angulaire, mais j'ai l'impression que vous donnez quand même les éléments pour le faire. Quand par élément fini, vous donnez une expression des pulsations de couple, donc on voit effectivement que la machine segmentée
pas forcément la mieux placée par rapport à ce niveau-là, oui. en particulier à la machine à barrière de flux. Mais est-ce que on ne pourrait pas, à partir de cette analyse, essayer d'exprimer toujours une équation simple, c'est-à-dire harmonique au premier ordre, des inductants en fonction de la position? Oui, on peut, mais oui, on peut toujours le faire, mais c'est vrai que là, dans cette partie-là, c'est plutôt l'évaluation et comparaison. Ce serait très intéressant d'avoir des équations analytiques qui modèlent la variation de l'inductance en fonction de position. Mais on s'est arrêté juste à l'évaluation dans ce cas-là. En fait, donc, vous donnez ensuite des pistes d'optimisation. Il faudrait, sinon il y a des espaces caractérisés sur la figure qui sont liés aux pulsations de couple. Donc bon, je pense qu'il y aurait peut-être encore une étude à faire à ce niveau-là pour voir quel est le lien justement entre ces deux paramètres géométriques et d'une part l'amplitude de l'harmonie de couple et sa phase. Donc ce qui veut dire qu'on a une possibilité de remonter de la géométrie à l'harmonie de couple, et puis on voit ensuite par les analyses d'éléments finis et par les analyses de force, de pulsation, de pression, qu'il y a un lien direct finalement entre les fréquences de bruit et la pulsation de couple. Oui. Donc sans passer par toute cette analyse qui est quand même complexe et qui est quand même assez gourmand dans le calcul, eh bien si on a établi ce lien, au moins au niveau des fréquences, ça peut valoir du coup d'établir un modèle analytique simple de ces pulsations pour, alors après les possibilités sont très intéressantes parce que ça permet de faire de l'optimisation au niveau de pulsation aussi complète sans avoir à intégrer une modélisation élément fini. Mais même ça permet d'avoir une prise en compte de cette expression instantanée du couple sur un contrôle temps réel. Oui. Donc là on voit, moi j'étais très content en fait de voir quels étaient les résultats de cette étude qui apportent une visibilité aux possibilités dans ce domaine. C'est vrai que cette partie-là, je me suis arrêté court à juste ressortir les paramètres intéressants à optimiser en géométrie. Mais c'est vrai qu'une étude qui aboutira à des équations analytiques représentant la pulsation de couple serait vraiment, vraiment très intéressant. Sur l'analyse acoustique, une petite remarque. Donc en particulier, moi, ce qui m'avait étonné quand j'ai lu le rapport, c'est la résonance qui est localisée à proximité de la fréquence de découpage. WM. Oui. Donc je m'étais posé une question, mais vous avez répondu oralement. Mais bon, je pense que ça n'aurait pas été de trop finalement que de refaire, de mettre dans le rapport une simulation avec une fréquence PWM en marge de ces 20 kHz. Loin de 20 kg, oui. 15 kHz en 25, et de vraiment montrer graphiquement qu'il y avait beaucoup moins d'émissions possibles. Parce que moi je me pose vraiment cette question, est-ce que c'est vraiment une résonance ou est-ce qu'on va retrouver ce phénomène audible dû à la MLI à toutes les fréquences audibles? Donc pour cela effectivement ça a été fait
en bougeant en fait la fréquence de découpage des MLI, on voit que la résonance a disparu. Ici à gauche, quand on l'a déplacé à 19 kHz, donc là on retrouve en fait, tout à l'heure je l'ai dit juste à l'oral, donc là ici avant c'était à 20, on déplace à 19, les éventails de modulation PWM restent, donc c'est pour ça qu'on en déduit qu'il se situe là, alors que lorsque on le bouge à 21 kHz, là il y en a vraiment moins par rapport quand il était à... Ça a été fait et c'est comme ça qu'on avait déduit qu'il y a des fréquences. Effectivement, on voit ici, pas grand. Ces courbes sont dans le rapport? Oui. D'accord, donc une excuse, ça m'a échappé. Quand vous faites les simulations, vous êtes exclusivement en alimentation sinusoïdale. Je ne reviens pas sur le fait de la MLI, mais est-ce que... C'est plus une remarque, une question, parce que c'est la suite de la remarque de tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une injection d'harmonique dans le courant, pas des harmoniques de la PWM, mais des harmoniques basse fréquence, bien calculées pour induire une compensation des harmoniques de couple, pourrait réduire effectivement ces fluctuations de couple? Vous n'avez pas essayé? Non, je n'ai pas essayé. C'est vrai qu'il y a et on a déjà vu des études dans ce sens-là. Bon, après, dans ce cadre de test, on s'est limité déjà par courant sinus. On ne va pas toucher la partie commande ou électronique de puissance. On s'est limité à voir vraiment différentes physiques parce que ça n'a pas encore été touché pour ce type de machine. Donc voilà, oui, là, en gros, on démontre les premiers résultats des études multiphysiques de la machine. Après, bien sûr, à partir de là, on peut aller plus loin, injecter intégrer des commandes, injecter des harmoniques MLI ou autres et rajouter encore plus de choses sur les modèles. Là, vraiment, dans 3 ans et demi, c'est essayer d'aller sur différentes physiques qui n'étaient pas évidentes. Et surtout au niveau des expérimentations, à chaque fois faire des différentes physiques, ça prenait du temps. C'est l'un des travaux qui pourront faire la suite de cette thèse, et justement ce travail sur l'ensemble contrôle machine qui va beaucoup relativiser les études de performance de machine quand on va comparer deux types de machines et dire celle-ci a beaucoup plus de fluctuations de couple que celle-là. Oui, mais en alimentation sinusoïdale. Oui. Après, ça, il faut le préciser. Ça change aussi la donne. Exactement. Et puis, une petite dernière question concernant... là, c'était cette machine segmentée qui était choisie. Rota segment. Quand même relativement à haute vitesse. Oui. Petit volume, oui. Masse. Donc, si on devait utiliser une machine de traction, plus forte puissance, que préconiseriez-vous d'utiliser comme technologie, toujours en synchrone électrique? Là, il n'y a pas photo. Dès qu'on augmente en taille, la machine à barrage de flux, c'est la machine préférée de tous les chercheurs, même industriels aujourd'hui. Justement, dans ce